bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir rejoint là sur l'émission. Yes, coucou, c'est Swanad. Merci d'être encore là une nouvelle fois après des semaines de pause. Hello, merci de nous avoir rejoints. Et avec une entrée de stream presque pro. Tu vois, sans problème de son, sans flip et tout. Pour l'instant, croise les doigts, tout va bien. Et j'ai pas trop fait mon boulet les premières secondes du stream, donc tout va bien. Et bonsoir Caronix, merci d'être là. C'est chouette de revoir les piliers de l'émission et de vous voir un boulier les joies. Mais on voit que Caronix n'a pas perdu son sens de l'humour. Comment vas-tu? Eh bien ça va, j'espère que toi aussi, les galères du bouchon, je retenu. Moi, c'est à partir de demain, puisque demain, ça y est, c'est la pré-rentrée. Bon, je vais pas me plaindre, que comment on le sait, les profs, nous avons beaucoup de vacances. Donc, j'ai bien profité. Mais il y a quand même cette petite angoisse, là, de la rentrée, finalement. J'ai l'impression d'être une élève. C'est comme si je faisais... si c'était tout nouveau, alors que non, ça fait quand même plusieurs années que je suis dans mon bahut. J'ai été remerciée, Caronix. Mais c'est quoi ta boîte en fait dans laquelle tu bosses? Parce que d'après ce que tu nous as dit hier, en fait, tu n'es pas le seul. Je suis désolée pour toi. C'est pas les nouvelles qu'on aimerait avoir ici parce que j'imagine que ça a dû te faire un choc. Mais c'est quoi cette boîte en fait, Caronix? Mais j'espère que tu pourras rebondir. Je sais que c'est pas si facile que ça dans le monde du travail et je peux le dire parce que je suis passée par plein de boulots différents, par plein de reconversions, tout ça. Donc je suis tout cœur avec toi. J'espère que le moral quand même est pas trop bas, mais c'est pas des super nouvelles tout ça, Caronix. Et soutien total à Caronix ce soir. Merci d'être là quand même, parce que bon, quand ça fout un coup comme ça, c'est pas terrible. Oui, donc voilà. Encore raison de plus de pas me plaindre pour ma rentrée demain et mon petit stress de pré-rentrée. Tout va bien et tout va bien se passer. En tout cas, moi, je suis contente de vous revoir. Et voilà, quelques changements pour cette nouvelle saison, on va dire la saison 2. Ouais, 6 ont été remerciés aujourd'hui, dont moi. Ouais. Puis tu m'avais dit que hier, il y avait déjà pas mal de gens qui l'ont été. J'ai envie de dire, mauvaise nouvelle absolue pour toi, mais il faut pas rester dans cette boîte, parce que qu'est-ce que c'est que cette boîte qui licencie à tout bout de champ? Voilà, 17 personnes en dimension, ouais. Et ça, c'est une malheureusement triste réalité aussi du monde du travail, celle que on ne décrit pas forcément là, dans les journaux, dans les médias, mais ça existe. Et voilà, moi je repense à cette bonne vieille maxime, quand on veut, on peut. Des fois on veut, mais finalement on peut pas, quoi. Donc ouais, de tout cœur avec toi, Caronix, je suis trop désolée pour toi. Pour revenir à l'émission, mais j'interviens aussi dans le chat, Caronix. Voilà, une nouvelle saison pour Culture J. La trame n'a pas changé. On fait toujours une revue de presse avec des choses d'actualité, des journaux, des revues, actualités culturelles, un petit tour dans une revue pour ados. Et après, je vous prodigue mon conseil culturel du jour. Et comme d'hab, je vais vous énoncer mon programme. Quelques changements néanmoins, c'est que je vais moins streamer cette année puisque mon conjoint va bosser assez loin, donc on aura moins de temps. Priorité à la famille, et aussi parce que le week-end je vais me consacrer à une nouvelle chaîne YouTube qui verra peut-être le jour, j'espère bientôt, et que ça demande du temps, et donc je peux pas tout faire, pas trop de machine, mais je serai quand même là le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi pour vous, et quelques bonus le week-end de temps à autre. En plus je vais commencer à chercher pour un appart, c'est jamais timing comme ça, mais il n'y a vraiment pas de bon moment pour être licencié en fait. Franchement, Caronix, je suis de tout cœur avec toi. Je sais que ça va pas te consoler beaucoup, mais j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour ce qui t'arrive. J'essaie tant bien que mal de donner mon programme. C'est vrai qu'on va essayer de donner un peu de baume au cœur à tout ça. Programme que je vais essayer d'énoncer brièvement. Vous savez que je énonce toujours les programmes de manière c'est absolument exponentielle, mais bref. On va parler de quoi? Qu'est-ce que j'ai retenu pour la revue de presse? On va parler de sport et handicap parce que, vous le savez, en ce moment, il y a les Jeux paralympiques. Ça va se terminer le 5 septembre, je crois. La France, on est pas mal, il me semble. On va en parler grâce au Monde des ados qui nous offre un topo sur l'histoire des Jeux paralympiques. Et puis je voulais vous partager aussi 2 articles. Un article de La Croix qui est hyper positif. La une, c'est carrément le sport, une victoire sur le handicap. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez idéaliste. Et un article de Libération qui nous offre un point de vue beaucoup plus mitigé sur le sujet, parce qu'en fait les athlètes handicapés, puisqu'on parle de Jeux paralympiques, galèrent
pour financer leur carrière d'athlète tout simplement. Donc c'est un autre point de vue que je voulais vous offrir. On verra que le sujet peut être traité de manière différente selon les journaux et les médias. On va parler aussi de Joséphine Baker. Ben oui, c'est cette vedette emblématique du musical. On parle des années 20, des années folles, là où tout était possible, absolument incroyable. Au niveau de la culture notamment, elle était bien plus qu'une vedette de musical, on le verra. Pourquoi on en parle? Il y a une grosse actu, elle va rentrer au Panthéon en novembre. C'est la 6e femme à y entrer. Et forcément, on en parle partout. On fera un topo sur Joséphine Baker, sur les années folles, et on verra aussi pourquoi c'est un choix carrément politique, Joséphine Baker au Panthéon. Et ça, c'est encore Libé qui nous en parle. Beaucoup de Libé, normalement j'essaie de faire assez diversifié, et bah là, c'est pas terrible. Petite plaque virtuelle à mon égard, parce que normalement, il faudrait un peu que ça soit plus mix au niveau des journaux, des revues. On parlera aussi de Pikachu. Bah oui, on l'adore, Pikachu, les Pokémon, tout le monde connaît, même si on n'est pas amateur de Pokémon. Pikachu, c'est devenu une icône pop, c'est clair et net, on verra pourquoi, grâce à Society, mais aussi une figure politique. Bah ouais. Un tout petit article, mais je voulais vous le partager parce que voilà, Pikachu, on l'aime bien. Il est tout mimi, voilà, c'est sympa, donc c'est bien de voir aussi qu'il transcende les générations et qu'on le voit absolument partout. Si on a le temps de parler, on parlera de Lady Diana. Ben oui, parce qu'elle revient en force. Que ce soit au cinéma, il va y avoir un film qui s'intitule Spencer. Et aussi dans la dernière saison de The Crown sur Netflix, on en parle encore. Voilà, et c'est aussi une icône pop. Donc on en parlera également dans cette revue de presse. On fera un petit tour dans le nouveau numéro de Science et Vie Junior. Un petit tour parce qu'on continuera jeudi à le découvrir, ce nouveau numéro. Et enfin, un conseil culturel, je vais vous partager un podcast qui s'intitule Entre. Il y a 2 saisons, c'est Louise Média qui produit ça. C'est absolument incroyable, c'est très court, ça raconte la vie d'adolescents de manière parfois, mais vraiment, mais ça m'a bouleversée. Donc je voulais vous en parler en toute fin de stream. On va essayer de streamer jusqu'à 19h30. On est toujours sur une chaise qui grince. Je fais un petit coucou à ma maman, je sais qu'elle m'écoute souvent. Bientôt, je vais récupérer ma chaise de bureau d'ado, donc tout va changer, ça va être révolutionnaire. Mais en attendant, il faudra faire avec les grincements de ma chaise Ikea, donc voilà. On est parti pour la revue de presse. Je prends mes notes et je suis à vous tout de suite. Caronix, voilà. Voilà, oui, alors je voulais vous parler dans un premier temps du sport et du handicap, puisque vous le savez, il y a les Jeux paralympiques qui se déroulent, c'est jusqu'au 5 septembre. Alors on verra, c'est médiatisé, oui, mais on peut faire des nuances, c'est-à-dire que c'est pas hyper médiatisé. Nous en France, on a beaucoup de retard, certains articles en parlent. En tout cas, on sait qu'ils sont là et on en entend quelque peu parler, donc c'est bien. Mieux faire. Moi, je voulais vous partager différents points de vue sur le paralympisme. Et c'est bien parce que selon les journaux, les articles qu'on lit, on peut avoir une opinion complètement différente. Déjà, que sont les Jeux paralympiques, depuis quand ça existe, tout ça? Grâce au monde des ados, on peut avoir une réponse qui est plutôt claire et nette. C'est pour ça que je vais vous le diffuser. Hop, si tout va bien, voilà, on est là. C'est le monde des ados, c'est le dernier numéro et on comprend très bien, en plus c'est en photo, donc voilà, c'est hyper vulgarisé, c'est bien, c'est une histoire qui est récente par rapport aux Jeux Olympiques eux-mêmes, et on peut dire merci à qui? Au docteur Ludwig Guttmann, voilà. Alors c'était un neurochirurgien britannique, voilà, et en 48, il a créé les Jeux de Stoke Mandeville. En fait, c'était pour des militaires en fauteuil roulant qui étaient blessés pendant la guerre. Après, c'était des Jeux annuels, ils sont devenus internationaux en 52. Il y avait même une tenue, carrément, des Jeux paralympiques, voilà. En septembre 60, à Rome, 6 jours après les JO. Mais si longtemps, et effectivement, après les premiers JO de 1896, tels qu'on les connaît dans leur forme actuelle. Voilà, donc c'est assez récent. Alors, presque toutes les formes de handicap sont représentées lors de ces Jeux paralympiques, sauf les gens qui sont sourds et malentendants, parce qu'ils ont une compétition qui est bien à part. Donc, qui a lieu plusieurs fois, je ne sais pas si c'est annuel, mais en tout cas, c'est une compétition à part. On a
de très bons athlètes paralympiques en France. Alors le staff peut être valide, hein, on va dire ça, mais en tout cas, on a des athlètes aussi handicapés, donc qui sont très reconnus, comme par exemple Marie-Amélie Le Fur, qui est là en photo, et qui préside d'ailleurs le comité paralympique et sportif français, qui a été interrogée là dans le journal La Croix. J'ai lu une interview d'elle, donc ça va être ses derniers JO. Là, elle va se consacrer vraiment au comité paralympique. Et elle a été 8 fois médaillée en athlétisme, donc c'est assez dingue, on a de très bons athlètes. Il faut savoir qu'il y a des spécificités aussi lors de ces Jeux paralympiques, des épreuves comme je pense qu'on prononce boccia, qui est très spécifique aux Jeux paralympiques. Et vraiment, c'est un mélange entre la pétanque, le billard, le curling et les échecs. Voilà, un truc un peu réflexion, en même temps il y a quand même de l'adresse. Et c'est joué par des personnes atteintes de paralysie cérébrale, donc avec des mouvements du corps qui sont quand même perturbés. D'autres athlètes qu'on pourrait citer, comme la judoka Sandrine Martinet, qui a quand même été médaille d'or aux Jeux de Rio en 2016, qui accumule 12 titres de championne de France. Voilà, magnifique. Et puis Stéphane Houdet, qui est un champion de tennis et qui joue en fauteuil roulant. Voilà, alors en natation, je crois qu'on a un peu galéré en natation, donc bon, voilà. Mais en tout cas, la natation est forcément représentée aussi lors de ces Jeux paralympiques. 2 articles que je voulais vous partager sur le sujet, un article assez positif. Mais on verra qu'on peut avoir une vision assez nuancée de la chose, parce qu'il y a pas mal de galères que vivent les athlètes lors de ces Jeux paralympiques et même en dehors de ces Jeux pour être reconnus en tant qu'athlète. Déjà, un article assez positif qui est issu du journal La Croix, qui est pas tout récent, du 24 août, mais voilà, déjà la une, le sport, une victoire sur le handicap, donc c'est très positif. Et l'article en lui-même, on va le voir, c'est tout de suite, c'est l'article premier. Voilà, c'est encore un peu même s'il est quelque peu nuancé, mais pas tant. Montre qu'il y a quand même des choses positives à retenir, et ça fait du bien. Parce que c'est vrai, c'est dit d'ailleurs dès l'introduction, c'est ici, voilà. Effectivement, c'est moins médiatisé que les Jeux Olympiques, mais il y a quand même un intérêt grandissant par le public, et ça, c'est bien de le noter. Et aussi des médias aussi qui s'y intéressent un petit peu plus qu'avant. Alors, il parle même d'un record dans l'Hexagone, la France, par exemple France Télévisions, voilà, qui a programmé une 100aine d'heures de direct. On verra avec l'article de Libération qu'en fait, c'est largement moins, par exemple, que nos homologues anglais, mais largement moins. On peut mieux faire. Mais de manière générale, nous dit l'article, la couverture médiatique et les audiences augmentent partout dans le monde, en dépit d'une expo qui reste très en deçà de la médiatisation des Jeux Olympiques eux-mêmes, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup suivi les JO et je l'avoue, je suis très peu les Jeux paralympiques. Pour plein d'autres raisons aussi en parallèle, c'est qu'il y a plein de choses à préparer en ce moment et que c'est pas du tout dans ma tête. Voilà. Un rappel du tournant historique qui s'est fait par rapport à ces Jeux paralympiques et cette médiatisation. J'ai suivi tous les JO, mais moi j'ai trop adoré regarder les JO, surtout la fin et les sports collectifs là. Qu'est-ce que ça nous a fait vibrer, là, les équipes handball féminin, masculin, le volley, le basket. Mais c'était tellement bien. J'ai un petit peu moins vu l'athlétisme et la natation, mais sur la fin, j'étais à fond. Mais qu'est-ce que c'est chouette. Moi, j'adore les JO de toute façon, donc je suis contente de regarder. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un tournant, historique pour ces Jeux paralympiques qui remonte en 2012, donc c'est quand même récent. Mais ça se passe à Londres parce qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, ils sont vraiment en avance là-dessus. Mais ouais, j'ai trop hâte, mais j'adore. Paris 2024. Ce qui est bien, c'est que, ok, il y a une année de décalage, mais du coup, ça nous paraît plus proche, les prochains JO, mais j'adore. En réussissant ces Jeux, l'Angleterre est en quelque sorte devenue le berceau du paralympisme, l'équivalent de ce que représente la Grèce pour l'olympisme. Et en fait, c'est une véritable institution au Royaume-Uni. Il y a une grande campagne aussi marketing pour justement vulgariser les Jeux paralympiques. C'est ça qui est bien. C'est que par rapport à la France où on n'entend pas beaucoup parler, il y a vraiment campagne, un battage médiatique et ça c'est plutôt pas mal. Et surtout les sportifs, ils sont considérés vraiment comme des sportifs à part entière. Et c'était pas le cas avant. Nous dit une doctorante en sociologie du sport. Donc il y a vraiment un élan de sympathie qui s'est aussi traduit dans les chiffres. Et notamment au Royaume-Uni où il y a des heures de diffusion. On est loin de la diffusion en France. Au départ, c'était vraiment réservé aux sportifs en fauteuil roulant.
aux mutilés de guerre, hein, comme on l'a vu. Et puis la compétition, c'est petit à petit ouverte aux infirmes moteurs et cérébraux, aux amputés, aux déficients visuels. Et puis, mais ça c'est récent, aux personnes souffrant de handicap mental. Donc ça c'est super bien, qu'il y ait autant de diversité. L'article pointe sur le fait que ce soit porté par les jeunes. Ok, ça c'est cool. Certains pays sont taquets au niveau de la stratégie, mais ça on le sait, c'est des pays, quand on les cite, la Chine, on se dit ok, ben c'est normal, hein. Ils sont très dans la compétition, avec beaucoup de moyens aussi derrière pour leurs athlètes, ce qui n'est pas le cas en France. Et c'est pour ça que je voulais vous partager une autre vision du sujet. Puisque ok, il y a cette belle vision du sport et du handicap, qui voilà, c'est médiatique un peu plus, tout ça, mais les athlètes ils sont quand même en grande galère. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pas normal. Et c'est bien parce que Libé nous partage ce point de vue qui est peut-être un peu il n'est pas forcément tabou, mais on n'en entend pas beaucoup parler. Donc voilà, c'est plutôt bien à savoir. C'est un article, oui, qui date aussi du mardi 24 août. Donc c'était vraiment le même jour. Donc c'était marrant parce que j'ai eu 2 points de vue le même jour. Donc c'était assez étonnant. Et voilà, dès l'intro, hein, c'est un petit peu moins positif. On nous dit, ouais, en France, face à l'indifférence, on parle carrément d'indifférence. C'est peut-être un peu fort, mais on n'en est peut-être pas très loin. Il faut être honnête, au manque de visibilité également. Les sportifs de haut niveau doivent jongler entre travail et recherche de subventions pour espérer financer leur carrière. Parce que, ok, ils sont financés lors des JO, mais en dehors, parce qu'on le sait, être athlète, c'est pas juste les JO, hein, c'est tout un boulot quotidien, et ben ils n'ont pas de finances pour le faire, donc ils sont obligés de travailler à mi-temps, à plein temps, ou de trouver des sponsors, tout ça c'est vraiment de la galère totale. Et ils sont d'autant plus méritants, c'est vrai, la France a déjà 27 médailles, je crois, qu'ils ont rattrapé, ou pas forcément le Japon, mais ils sont vraiment au top, donc ouais, merci pour ce topo, Siswanan. Franchement, ils ont du mérite, et c'est ce que nous dit l'article, on le verra juste après, c'est que, en fait, parfois, le seul moyen vraiment de financer leur carrière, et ben c'est de gagner. Donc ils sont obligés de gagner, voilà, parce que vous savez, quand ils reçoivent des médailles, ils reçoivent de l'argent, donc c'est leur moyen aussi de se financer, mais c'est pas si facile que ça. Donc imaginez la pression qu'ils ont de folie totale, c'est assez hallucinant. Alors je m'en doutais un petit peu que c'était galère, mais je savais pas à ce point-là, et Libé nous le dit. Ouais, la Chine, déjà 132 médailles, c'est ce que nous dit la Croix, c'est qu'il y a une sorte de... La Chine, ils sont dans la... Enfin, eux, ils ont... C'est même pas qu'ils médiatisent... Enfin, c'est qu'ils sont tellement... Enfin voilà, c'est la méthode chinoise, j'ai envie de dire. Hein. J'ai rien contre la Chine, mais c'est... voilà, je sais pas si vraiment on peut parler de manière très positive. Hein, voilà. C'est quoi le statut des athlètes? Ils sont salariés à leur compte. Bonsoir Mathias87. Et ben on le verra, en fait, ils sont... Alors déjà, ils ont un boulot à part. Et ils sont à leur compte, si je ne dis pas de bêtises. Je vais relire l'article avec vous. Hein, cet article que j'ai relu quand? J'ai pas eu le temps de relire cet après, mais qui date du 24 août. J'ai des petites excuses, mais je vais pouvoir le relire avec vous. Oui, alors voilà. Oui, alors, il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de fatigue de la part des athlètes. Ben oui, pourquoi, nous dit Libération? Pour financer ces fameuses saisons qui sont pas que limitées hein, aux Jeux paralympiques. Chaque année, ma saison revient à 150 000 euros. C'est vraiment l'idée, voilà, pour financer leur carrière d'athlète, c'est à peu près 150 000 euros dont ils ont besoin par an. Alors, ils travaillent avec des sponsors aussi. Donc, j'imagine qu'ils sont à leur compte à ce moment-là, puisqu'ils travaillent avec des sponsors. Il faut qu'ils soient, ouais, je pense, quelque sorte entrepreneurs. Hein, je ne sais pas si je dis des bêtises. Mais voilà, des choses qui sont assez difficiles de trouver des sponsors, surtout avec le Covid-19. On le sait, ça fait beaucoup de mal, tout ça. Parfois il y en a beaucoup, et ça c'est dit dans l'article là, que je vous diffuse, qui doivent lancer carrément une cagnotte de financement. Donc c'est assez hallucinant, vous savez, les cagnottes Litchi, etc. Beaucoup le font pour pouvoir s'aligner sur la piste de Tokyo, c'est-à-dire pour être vraiment à égalité avec les autres athlètes qui ont les moyens de s'entraîner toute l'année. Ouais, c'est ce que nous dit l'article aussi, c'est que pendant ce temps-là, pendant qu'ils cherchent les sponsors qui galèrent, en fait, les athlètes des autres nations, comme les Anglais, on en a parlé juste avant, eh ben, ils sont professionnels. C'est-à-dire que c'est vraiment plein temps. Hein, c'est plein temps, c'est une activité à part entière, une activité professionnelle à part entière, et concentrés uniquement sur leur performance. Donc ça change tout aussi. Quand vous allez au JO, que vous n'avez pas cette pression un peu derrière de finances, etc., vous pouvez vous consacrer entièrement à votre entraînement, à votre objectif. C'est complètement différent. Donc vraiment, les Français ont vraiment beaucoup de mérite. D'autres choses aussi qui est dit, c'est que voilà, il y a beaucoup de sacrifices qui sont faits.
Beaucoup, beaucoup de sacrifices. Alors il y a des exemples, hein, il y a plein d'exemples qui sont donnés. Par exemple, Sonia Ekel qui doit jongler entre 2 vies pour poursuivre ses rêves de médaille. Donc elle travaille à mi-temps en tant que secrétaire comptable dans un club de volleyball. Son entraînement me prend 8 heures par semaine, auxquelles on doit ajouter des séances de kiné, bah oui, de visionnage, de stratégie. Hein. Je suis pas toujours en forme, mais ça demande beaucoup d'organisation. Donc c'est jongler, enfin c'est assez hallucinant. Au Canada, par exemple, c'est le rêve. Hein. Les athlètes sont payés pour vivre de la boccia. Hein. C'est cette épreuve dont on a parlé qui est spécifique aux Jeux paralympiques. Et donc c'est frustrant pour les athlètes français parce que ils sont un peu, ils ressentent vraiment de l'injustice et on peut le comprendre. Ouais, alors des fois il faut mettre de l'argent de sa poche. Et puis qu'est-ce que ça nous dit aussi? Oui, il faut adapter son quotidien aussi. Une saison compte parfois, mais ça c'est les bas prix, on va dire, entre 25 000 et 30 000 euros. Quand on s'entraîne entre 25 et 30 heures par semaine, ça reste compliqué d'avoir un emploi à plein temps. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses un peu ubuesques et assez hallucinants. Rappel, Royaume-Uni, ils sont reconnus comme des sportifs à part entière. En France, il y a bien une liste de sportifs de haut niveau, mais ils ne sont pas forcément considérés comme des grands sportifs, sauf au moment des Paralympiques. Peut relayer les performances des athlètes handisport, sont vite relégués au second plan. Donc voilà. Donc tout ça, c'est une réalité qu'il faut connaître aussi. Moi, je trouve que c'est bien d'en parler, c'est bien de vulgariser la chose. Il faut justement faire connaître ces Jeux paralympiques, mais il faut que ça avance aussi. Il faut que ça avance au niveau du comité paralympique, par exemple, de la France, hein, voilà, du gouvernement, pour que ces athlètes soient reconnus comme des sportifs, mais à part entière, et aient les moyens de financer leur carrière, pour être à égalité avec les athlètes des Jeux olympiques. Ouais, pas super, ça donne envie de... Mais voilà, et bon, c'est vrai qu'ils ont la passion, mais la passion, des fois, ça suffit pas. Moi, je comprends qu'il y en a qui sont fatigués, ils le disent souvent dans l'article, là. Parce que tout ça, c'est psychologiquement assez dur, mais ils tiennent bon, et en plus, ils sont bons. Voilà, mais il y a toujours cette pression, et justement, ils sont bons aussi parce qu'il y a malheureusement cette pression qui dit que s'ils gagnent, ils gagnent de l'argent, et donc du coup, ils pourront financer leur carrière, même si le fil rouge de tout ça, c'est bien sûr la passion, leur passion de leur sport, mais voilà, ça c'est à reconnaître aussi. Voilà. On jongle entre rêve et réalité, on va dire. Donc à voir, parce que la fin des Jeux c'est dimanche, donc on verra. En tout cas, bravo aux athlètes français parce qu'ils sont vraiment pas mal. Je crois qu'en natation ils ont un peu raté quelque peu, en cyclisme on est pas mal, notamment en athlétisme aussi je crois. En tout cas bravo à eux parce qu'ils assurent carrément. Est-ce que j'ai une transition pour non, pas de transition pour nos chefs. Vous savez que je suis pas trop la reine des transitions, j'ai toujours des trucs un peu bankable, mais ça va être le cas. Autre chose, grosse actu, et on va en entendre parler aussi ces prochaines semaines. On va parler de Joséphine Baker. Ben oui. Qui est Joséphine Baker? Qui était Joséphine Baker? C'était une grande vedette du musical des années 20. Alors qui dit années 20 dit années folles, voilà. C'était une musique, voilà, du musical, du cabaret, mais pas que. Vous verrez qu'elle a beaucoup œuvré pour la France notamment, et c'est pour ça qu'elle va entrer au Panthéon en novembre, et ça va être la 6e femme à y entrer. On va pouvoir parler de Joséphine Baker, la découvrir, qui était-elle, pourquoi on en entend autant parler, qu'a-t-elle fait, la vie assez incroyable, c'est un truc de folie furieuse. Et puis on verra que c'est bien sûr aussi un choix politique que de faire entrer Joséphine Baker au Panthéon. Panthéon, vous savez, peut-être pour ceux qui ne le sauraient pas, notamment les plus jeunes qui écouteraient le stream, c'est ce lieu à Paris qui accueille les dépouilles de ceux qui ont beaucoup fait pour la France. La devise du Panthéon, je crois que je l'ai noté, c'est ça: aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Donc ce sont des hommes et des femmes, hein, maintenant aussi, qui ont beaucoup fait pour la patrie, et Joséphine Baker en faisait partie. Pour la connaître, Joséphine Baker, je vous ai trouvé une infographie issue de la revue l'Obs, et qui est toute simple, donc c'est ça qui est bien. Facile à comprendre, mais avant, allez rapidement, un topo sur ces fameuses années folles. Je voulais le faire hier, mais avec mes déboires de début du stream, c'était un peu compliqué. Mais moi, j'aime bien vous parler de cette période, parce que c'était une période qui était hyper riche. Ah, c'est following, merci. Des nouveaux followers, ça fait trop plaisir. Ça, c'est trop chouette. Merci.
Culture en folie, bah oui, pourquoi? Parce que les années folles, des alertes. Je suis assise. Oui, parce que DHS m'a trop aidé pour des petits conseils. Parce que comme vous avez pu le constater, peut-être pour les plus anciens qui sont là depuis l'année dernière, mais je parle en année scolaire, vous savez que je suis plus qu'une apprentie streameuse. Oui, je suis apprentie, mais vraiment débutante de folie. Et que j'ai tellement de choses à améliorer, notamment un stream, hein, voilà, une émission un peu punchy, un peu plus dynamique, visuellement plus sympa. Et j'ai eu quelques conseils, mais voilà. Donc merci à tous ceux qui me conseillent, notamment à toi, c'est trop sympa. Mais voilà, je vais m'améliorer, promis. Joséphine Baker, les années folles. Et moi, j'adore cette période parce que en fait, c'était une période. C'est les années 20, en gros 1920-1930, qui étaient assez folles parce que tout semblait possible. Et durant cette période, sont nés plein de mouvements qui ont permis ce petit grain de folie qui après s'est perdu. Bah, après, il y a eu la guerre, il y a eu la Grande Dépression aux États-Unis en 1929. Donc après, c'était plus possible. Hein, c'était grand retour en arrière. Mais il y a eu des années fastes, genre Gatsby le Magnifique, voilà, si vous voulez avoir quelques références comme ça, où tout semblait possible et tout était assez incroyable. Donc il y avait Joséphine Baker à ce moment-là, mais il y en avait d'autres aussi, par exemple Scott Fitzgerald, voilà, c'est pour ça que je vous parle de Gatsby le Magnifique, mais c'est lui qui l'a écrit. Il y a eu un film aussi avec Leonardo DiCaprio, je me souviens très bien. Picasso, Coco Chanel, Colette, Hemingway, Cocteau, mais plein d'autres aussi font partie de ces figures emblématiques qui caractérisent les années folles. Et en fait, c'est dans tous les arts, il s'est passé quelque chose d'assez novateur et assez dingue. Et ah, Caronix, bah oui, enfin avec le temps libre, je vais pouvoir relire un peu mes livres. Bah c'est chouette que tu trouves un petit peu de positif là-dedans. Voilà. J'ai regardé Loot Wall Street hier. Ah, t'as jamais vu? Moi, je l'ai vu l'année dernière. Je ne conseille pas dans ce stream pour les plus jeunes, bien sûr, puisque c'est un film qui est certes hyper intéressant, qui est inspiré d'une histoire vraie, il me semble, hein, mais quand même assez trash. Il ne faut pas se mentir. Donc, voilà, pas les plus jeunes, bien sûr. Mais vraiment bien. Et DiCaprio, en fait, c'est vrai qu'on a le côté un peu à fleur bleue, les ados. D'ailleurs, les ados aiment DiCaprio comme moi j'aimais DiCaprio il y a 20 ans, on va dire ça comme ça. Mais c'est un très très bon acteur, je trouve, et il a fait des films vraiment top, comme ça. Ah, musique années 20, je te conseille l'appli Electric Swing. Ah, carrément, bah, j'écouterai. De toute façon, moi j'adore la musique de cette époque-là, donc c'est vraiment chouette. Bref, qu'est-ce qui s'est passé durant ces années folles? Rapidement, hein. Donc là, on parle de Joséphine Baker, mais on en parlera plus en détail après. Couturier, révolution, Coco Chanel, qu'est-ce qu'elle a créé? Elle a créé cette fameuse petite robe garçonne. Bah ouais, parce que années 20, je sais pas si vous imaginez, c'était pas du tout l'émancipation des femmes. Le style garçonne, il fallait vraiment le faire. Même si après il y a eu un recul, un retour en arrière, en tout cas, c'était assez fou qu'il y ait ça. L'idée qu'une femme puisse être un peu comme un homme, c'était assez hallucinant. Le style art déco qui est né avant la guerre, moi j'adore le style art déco, si je pouvais refaire tout mon appart en style art déco, malheureusement ça coûte cher, mine de rien, hein, maintenant. Bref, c'est un peu la tendance du moment, on a plein d'autres choses aussi, des productions américaines au cinéma, forcément avec les Chaplin, voilà, le Killer Via vers l'or, mais plein d'autres aussi, de Buster Keaton également. Ça c'est pour le cinéma. Le théâtre aussi, c'est sûr, il y a eu plein d'effervescence au milieu dans les différents domaines de l'art et de la création. Et après, ça devient un petit peu pas du tout la même chose, puisqu'il va y avoir la mort de Lénine en 1924 et Staline qui commence à resserrer sa poigne de fer, notamment sur les écrivains et les artistes. Hein, voilà. L'arrivée après au pouvoir des nazis en Allemagne et en France, l'académisme va reprendre du poil de la bête, alors que finalement les années folles ont vu naître le dadaïsme par exemple, ou voilà, cet art un peu complètement dingo. Voilà, c'était vraiment des années finalement où il y avait révolution sexuelle, il y avait émancipation des femmes, c'était assez hallucinant. Après, gros retour en arrière, mais bref, tout était possible. Et durant ces années-là, il y avait qui? Il y avait Joséphine Baker. Qui était-elle? Elle était absolument incroyable, c'est assez dingue. Une vie, je sais pas, il faudrait l'inventer, mais c'est sa vie. Bon, il faut savoir déjà, donc c'était une femme noire américaine, et forcément, on est quand même dans une période, et ce n'est pas fini encore aujourd'hui, hein, mais de ségrégation, puisqu'on était en plein dans les lois de ségrégation, etc. Elle est née en 1906 aux États-Unis, à Saint-Louis. D'une mère noire et d'un père blanc, elle doit travailler comme domestique pour contribuer aux revenus d'une famille miséreuse. Elle est mariée depuis l'âge de 13 ans. Elle se sépare de son époux en lui fracassant une bouteille sur la tête. Bon, en même temps, quand on se marie à 16 ans,
On se dit que c'est pas un mariage, à 13 ans, c'est pas un mariage d'amour. On sent qu'il y a des violences conjugales là derrière. Elle est connue surtout pour être voilà, artiste de musical, voilà, on pense musical, un peu cabaret, etc. Et bon, à 16 ans, elle quitte son deuxième époux pour tenter sa chance à Broadway. Voilà, Broadway, c'est vraiment le lieu typique. Maintenant, c'est les comédies musicales. Vraiment l'effervescence au théâtre. Voilà, elle intègre une comédie musicale à la distribution entièrement noire. C'est vrai que c'était très clivé à l'époque. Et puis en 1925, elle prend un transatlantique direction Cherbourg, la France. Elle est connue au Théâtre des Champs-Élysées, pourquoi? Pour une revue qui est intitulée La Revue Nègre. Son nom, voilà, veut tout dire. Et c'est ça qui est assez ambivalent, c'est que elle dénonçait le racisme, mais en même temps, en fait, elle a eu du succès parce qu'elle voilà, était dans un spectacle, elle était vêtue d'une ceinture de fausse banane, voilà, tout juste vêtue d'un pan, donc c'est vraiment le cliché, surtout que c'est la France coloniale à fond à l'époque. Donc c'est assez paradoxal parce qu'elle était connue pour ça, et en même temps, elle dénonçait le racisme, donc... Voilà, je crois que c'est l'article de Libération après qui en parle, c'est qu'il y a une ambivalence qui a fait son succès. C'est assez bizarre, mais c'était comme ça à l'époque. Bien sûr, après, succès avec la chanson et sa fameuse chanson dans laquelle elle dit « J'ai deux amours » et qui joue sur son personnage d'américaine exotique, donc elle joue vraiment là-dessus aussi. Et dans cette chanson, il est dit quoi? J'habitais dans un pays où j'avais peur d'être noire. J'ai tout fait aux États-Unis, je me suis sentie libérée à Paris. Donc pas c'est dans une chanson ou dans une interview, mais bref. Et alors là, mes trucs de malade, il y a la Seconde Guerre mondiale qui est déclarée 39, et il faut savoir qu'elle a été naturalisée française en 37. La Seconde Guerre mondiale se déclare, et là, en fait, elle devient espionne. Et c'est aussi pour ça qu'elle va entrer au Panthéon, c'est pour ce qu'elle a fait là pour la France. Elle a été espionne. Comment? Alors, elle transmet aux renseignements, elle transmet des renseignements aux agents gaullistes en écrivant à l'encre sympathique. Je crois que c'est l'encre invisible, il me semble, sur ses partitions, puisqu'elle va en tournée en France, Portugal, Maghreb. Et c'est comme ça qu'elle, en gros, transmet des informations primordiales. Et en plus, c'est pas juste ça. Après, c'est un truc de dingue. Elle s'engage. En fait, elle passe le brevet de pilote et elle s'engage dans l'aviation. Et s'il vous plaît, elle devient sous-lieutenant, mais un truc de malade. Et donc, elle a plein de décorations militaires qu'alors elle était fière d'arborer. En même temps, après la guerre, elle s'engage beaucoup pour la lutte contre la ségrégation aux États-Unis, notamment à côté de Martin Luther King. On en a beaucoup parlé de Martin Luther King lors des précédents streams qui datent maintenant, mais bref. Et elle était là quand Martin Luther King a prononcé son fameux discours I Have a Dream, et elle fera même partie des orateurs devant le Lincoln Memorial. Donc elle est vraiment ici. Et parce qu'elle veut combattre aussi cette idée du racisme et de la ségrégation, elle décide de constituer une famille de toutes les couleurs. Un enfant jaune, un blanc, un noir, un rouge, afin de prouver que toutes les races peuvent vivre ensemble. Et pour ça, elle va adopter, truc de fou, 12 enfants, 2 filles et 10 garçons. Et ça sera sa tribu arc-en-ciel. Mais what, quoi? C'est quoi cette vie? Voilà, bien sûr que... sa présence, son entrée au Panthéon est plus que méritée. Il faut savoir que ça sera la 6e femme à entrer au Panthéon. Elle rejoindra notamment Marie Curie, l'ethnologue Germaine Tillon et bien sûr Simone Veil, mais d'autres aussi. Mais c'est incroyable, c'est assez dingue. Pour finir sur Joséphine Baker, on peut dire que oui, c'est une décision politique. Ben oui, tout est politique bien sûr. Surtout quand il s'agit de grandes décisions comme celle-ci, à savoir faire rentrer quelqu'un au Panthéon, puisque voilà, forcément c'est accompagné de déclarations d'Emmanuel Macron, etc. Et il y a quand même un but politique derrière. C'est pas forcément qu'un exemple qu'on donne, voilà, il y a aussi quelque chose derrière tout ça. Ouais, c'est une décision politique, ça c'est clair. Voilà, difficile de penser du mal de l'artiste résistante et militante antiraciste, c'est clair, d'après le portrait que je vous ai fait, on peut que dire qu'elle mérite cette entrée-là. Mais peut-on en dire assez pour justifier sa panthéonisation? Bon, bref, oui, pour aller au-delà du coup de com', parce que c'est un coup de com', qu'est-ce qu'il y a dans plusieurs mois? Eh bien, les élections présidentielles, donc forcément, on a besoin aussi désolée de le dire comme ça, mais c'est ce qu'il dit dans l'article, de femmes et de femmes noires aussi qui entrent au Panthéon, et on espère que c'est pas pour ça qu'elle rentre au Panthéon, voilà, et plus pour ce qu'elle a fait, voilà, tous ses engagements, mais il faut savoir que c'est quand même pour cette image de femme noire qu'elle entre au Panthéon, et c'est une décision évidemment politique.
Mais tant mieux, parce que quelle vie elle a eu Joséphine Baker. Qu'est-ce que j'ai retenu dans cet article brièvement? Ouais, médaille de la résistance, croix de guerre, légion d'honneur. Ah, c'est fou, quoi. Qu'elle aimait arborer sur son uniforme des forces françaises libres. C'était une grande proche du général de Gaulle. Donc c'est pour ça que dans la résistance, elle était à fond, quoi. Alors, elle n'a jamais parlé en mal de la France. Bon, elle a peut-être parfois un petit peu égratigné la France, mais très peu. Juste pour peut-être dire que, voilà, il y avait des personnages de noirs stéréotypés. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, on lui a fait jouer ça. Et en même temps, il n'y avait pas assez non plus de personnes de couleur noire qui étaient engagées dans le milieu du spectacle. C'est ça. Qu'est-ce qu'on apprend de nouveau par rapport à ce que je vous ai dit aussi? Oui, alors ce que nous dit Libération, c'est un article de qui? De Jean-François Staszak. Ça doit être un nom polonais. Hein. Petit coucou à ma maman. C'est pas CZ, mais là c'est SZ, mais ça doit être un nom polonais, bref. Elle entre au Panthéon pour la même raison qu'elle est montée sur la scène du théâtre des Champs-Élysées en 1925 lors de la revue Nègre, parce qu'elle est une femme noire, donc la Libération le dit texto, hein, et c'est très bien ainsi, c'est vrai que c'est positif aussi. Elle n'est pas devenue une star malgré son genre et la couleur de peau, mais en raison de ceci. Donc c'est ça, c'est bien la Vénus noire, parce qu'on l'a surnommée comme ça, que l'industrie du spectacle, et plus généralement la société française des années 20-30, fait triompher. Et ce qui est paradoxal, c'est assez fou, c'est que les mêmes stéréotypes racistes qui alimentent dans la rue les violences matérielles et symboliques à l'encontre des personnes de couleur suscitent sur scène la fascination pour l'artiste. Donc c'est de ce trouble imaginaire raciste et misogyne que Joséphine Baker fait la matière même de son succès. J'aime bien la conclusion aussi de l'article qui nous dit il y a là un message, hein, cette entrée au Panthéon, si ce n'est une promesse. Son entrée au Panthéon manifeste et signifie la même chose que son triomphe sur scène. Une femme noire peut être un grand homme. Ah, ça j'adore. J'adore la phrase de la fin. Une femme noire peut être un grand homme. Ben oui, parce que la devise c'est ça, hein, c'est aux grands hommes la patrie reconnaissance. Donc reconnaissant, donc Joséphine Baker peut être un grand homme. Ça c'est cool. J'adore la conclusion. C'est voilà, je ne peux que adhérer. Voilà pour Joséphine Baker. Alors vous trouverez plein de vidéos, vous la verrez, cette vidéo d'archives, vous la voyez dans ses revues, enfin je crois hein, que voilà, jusqu'à l'année 20, peut-être pas sûr, ou des photos tout du moins. Et je vous invite à la découvrir parce que grande femme quoi, grande femme. Mais on en entendra parler encore en novembre. Ah, c'est le retour du bafouillement. Mais ça je m'excuse. C'est parce que je parle vite. Dans la vie, autant je suis timide et je parle pas tellement, autant là, quand je m'enflamme, je parle trop vite. Bref, ce sont mes propres contradictions. On va parler de quoi? J'ai pas de transition. Aucune transition. On va parler de Pikachu. Mais ouais, Pikachu, c'est aussi un article que j'ai lu sur ce personnage, mais tout le monde le connaît, même si vous ne jouez pas aux Pokémon, que vous ne voyez pas les Pokémon, si vous ne voyez pas les animés, etc. Vous connaissez forcément Pikachu. Bah ouais, en plus il est trop mimi. Et je voulais vous partager un article très petit, mais moi je l'aime bien, de Society Magazine, hein, ça paraît tous les 15 jours, et qui nous montre que Pikachu, ok, on le connaît, on connaît le côté marketing de la chose parce qu'il est partout, mais c'est une icône pop, et c'est aussi une figure politique, et c'est ça que je voulais vous partager, c'est assez dingue quoi. C'est que même en politique, Pikachu est utilisé pour notamment certains combats. Assez dingue. Voilà le monde selon Pikachu, voilà l'article de Society, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Ouais, alors il est partout, c'est vrai, peint sur des avions, on va le voir, parodié dans les Simpsons, invité dans le dernier clip de Katy Perry, ou symbole d'un mouvement social au Chili, vous allez voir, c'est assez dingue. Elle est partout, mais pourquoi? Bah ouais, on se demande, mais c'est vrai, en même temps on le voit. Excusez-moi, mais il est trop pipi. Là, il est déguisé en pilote. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que là, tout dernièrement, hein, l'aéroport Haneda à Tokyo a inauguré voilà, un Boeing à l'effigie de l'égérie des Pokémon, avec un but, hein, forcément il y a un but commercial hein, derrière, c'est promouvoir le tourisme à Okinawa. Et parce qu'il y aura un vol Okinawa-Tokyo, donc forcément c'est pour attirer un peu les touristes. Pikachu il a 25 ans, les Pokémon ont 25 ans. Il fait partie des personnages les plus emblématiques de la pop culture mondiale, et ça depuis
plusieurs années. Alors il faut savoir que quand on était en 99, peut-être certains n'étaient pas nés, moi je l'étais et j'écoutais Ricky Martin, Un, dos, tres. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la référence. Là, c'était la culture pop, c'était Ricky Martin d'après le Time en 99. Et bien Pokémon était au 8e rang du personnage de fiction le plus rentable en 2003, après avec des revenus, mais ça c'est des millions de dollars, c'est assez dingue. 4e personnage de jeu vidéo le plus populaire au Japon, selon un sondage de 2008. Je sais pas lequel était plus populaire avant, mais voilà. Ouais, c'est parce qu'il est connu du grand public et aussi parce que c'est un personnage finalement assez positif. C'est ça qui est bien, du coup ça fait du bien. Parce que ok, il est connu, mais parce qu'il est assez positif. C'est pas le grand méchant des Pokémon, il est plutôt cool et attachant, il est plutôt gentil. Et ça c'est chouette, que ce soit pas le grand méchant et tout. Bref. Enfin voilà, des chiffres assez fous. Et c'était pas prévu au départ parce que le héros des Pokémon, c'était pas Pikachu au départ. C'était un petit monstre rose, un peu dodu, qu'on appelle Mélofée. Et sauf que le grand public, justement, on a décidé autrement. Bon, c'était constitué majoritairement d'enfants des années 90. C'est moi, pour qui ça a été un coup de cœur ce personnage et qui en a fait vraiment son succès. Donc c'est même pas tant les créateurs qui ont fait de Pikachu le personnage emblématique, c'est vraiment le peuple, voilà la culture populaire. À la fois jaune, mignon, puissant et loyal, il présentait un équilibre parfait. Alors moi je trouve que c'est cool parce que il est hyper positif comme personnage, donc c'est quand même chouette. Pika c'est quoi? Ça fait référence à un éclair de lumière. Chou étant le cri de la souris en japonais. Donc c'est pour ça qu'on le surnomme la souris électrique. Alors, franchement, moi je viens de découvrir que c'est une souris, du coup Pikachu. Pour moi c'était, je sais pas, l'impression que c'était un animal en particulier, mais bref. Et c'était pas gagné pour lui, mais finalement succès de malade, surtout qu'ils ont beaucoup bossé après sur l'esthétisme de Pikachu parce que ils ont bossé sur le côté kawaii de la chose. Le kawaii c'est vraiment mignon en japonais, le côté cute, voilà, vraiment l'esthétique en vogue. Ils ont joué là-dessus, donc c'est pour ça que c'est bien aussi. Et ça j'aime bien l'article de Society parce qu'ils nous disent quoi? Ils nous disent que finalement ce côté un peu mignon, tout ça, ça délivre un peu de soft power. Alors qu'est-ce que c'est? C'est que en délivrant un peu de mignon, des choses un peu sympatoches comme ça, on oublie aussi tous les aspects un peu bad du pays, du Japon. Ça nous permet de faire ancrer dans nos têtes quelque chose d'assez sympa pour faire oublier le reste. C'est ce qu'on appelle le soft power. La création, voilà, de la version américaine en 97, c'était plutôt une souris, voilà, ils voulaient vraiment faire de Pikachu un personnage un peu plus agressif. Voilà, donc il y a quand même déjà une question politique, même quand ça a été créé au début, nous donner une belle image du Japon, il faut le dire. Bien sûr, il traverse les générations, Pikachu, plein de produits dérivés, je reviens pas dessus, mais des trucs assez dingues, même en sciences. Sachez qu'il y a une protéine qui a été découverte par l'Institut de biosciences d'Osaka, et cette protéine, elle est nommée Pikachurine. Voilà, c'est un truc assez fou. Donc même dans tous les domaines, il est là, pas que dans le marketing de base. Et une figure politique, parce que depuis quelque temps déjà, c'est une mascotte. C'est devenu une mascotte internationale et même une icône engagée, notamment dans la protection de l'environnement. Ça a été le cas en 2019 lors de la COP25 à Madrid. En fait, il y a des militants qui étaient déguisés voilà, en Pikachu, en souris électrique, voilà, assez comme ça pour stopper le financement des centrales à charbon. Pourquoi? Il y a une raison, c'est pas juste parce que c'est mignon et tout ça. Parce qu'en fait, l'environnement et les animaux menacés par le changement climatique sont des choses qu'ils veulent préserver forcément. Et dans Pokémon, les monstres sont des animaux dont il faut prendre soin. Donc ils ont fait un parallèle qui est peut-être un peu facile, mais ok, on voit un petit peu le fil rouge et le pourquoi du comment. Alors, il y a aussi au Chili, c'est assez incroyable. Pikachu, il a évolué en super-héros. Et il y a notamment une conductrice de bus, qui est une activiste, qui s'appelle Giovanna Grandon, qui a fait sensation en manifestant, c'était en 2019, contre les inégalités socio-économiques. Elle a été déguisée en Pikachu, elle a été surnommée Tante Pikachu, et vraiment elle a été propulsée au rang de leader du mouvement social contestataire, donc c'est assez fou. Et maintenant elle est membre de l'Assemblée constituante chilienne. Donc il y a une destinée politique associée à Pikachu, à travers ce personnage-là de Giovanna Grandon qui est assez dingue. Donc il est partout et c'est même un outil politique pour protester pour l'activisme. Donc c'est assez dingue de voir ça. C'est ce que je voulais vous partager aussi. Je trouvais ça assez sympa comme article. Allez, on regarde une dernière fois Pikachu. Et dans la... Alors, j'ai lu
tellement de choses, tellement d'articles, de journaux. J'ai rattrapé mon retard. J'avoue que j'ai pas énormément lu cet été. Mais j'ai trop de choses intéressantes à vous partager. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a plu, c'est un article sur Lady Diana, Lady Di, qui est aussi une figure pop. Là, j'ai ma transition, c'est une icône pop, carrément, c'est carrément un mythe, nous dit Libération et les chercheurs qui ont bossé sur Lady Di. Et je trouvais que l'article était intéressant, sachant qu'il y a une actu autour de Lady Di, de Lady Diana. Il va y avoir un film intitulé Spencer qui va sortir en novembre. J'ai pas vérifié l'info, mais j'ai l'impression qu'il va pas être distribué dans les cinémas chez nous en France. À voir, mais j'ai l'impression, j'ai vu l'info vite fait, mais j'ai pas eu le temps de la vérifier. Et puis, Lady Diana, c'est la figure centrale de la nouvelle saison de la série, de l'excellente série The Crown sur Netflix. Et forcément, on va en entendre parler. Elle est partout. Pourquoi ? Et pourquoi elle fascine encore ? Et toujours. Et pourquoi, en fait, on peut s'identifier quelque peu à elle, parce que c'est un peu la base des figures pop, c'est vraiment l'identification. Et on va le voir, grâce à l'article de Libé. Encore une fois, c'est pas bien, j'ai pas assez diversifié mes sources. Je m'arrangerai pour le faire un peu mieux les prochaines fois. Alors, c'est dans le nouveau numéro de Libération, dans le Libération d'aujourd'hui. Vous pouvez le voir, la une est consacrée encore à l'Afghanistan, mais de toute façon, ce n'est pas fini, on le sait. On n'a pas une vision très positive de ce qui va se passer, malheureusement, on en a parlé hier. C'est important d'en parler encore et toujours, il ne faut pas que ça tombe dans l'oubli. Ça, c'est sûr. Et nous, on va s'intéresser à un sujet plus léger, qui est la médiatisation, la vulgarisation, on va dire, de Lady Diana. Pareil, on la connaît tous, même de nom, même ceux qui n'ont pas connu sa vie, qui n'étaient pas nés à l'époque où elle vivait, puisqu'elle est décédée. C'était en quelle année ? C'était en quelle année ? Je ne sais plus. Ça doit être dit dans l'article. Forcément, vous la connaissez. Oui, alors, ça commence l'article de Katia Dansoko-Touré. Commence l'article en nous évoquant divers interviews qu'elle a données, notamment en 1995. Il y a une fameuse interview dans laquelle elle a dévoilé ses problèmes conjugaux. Vous savez qu'elle était mariée au prince Charles, après elle a divorcé. On sait qu'elle avait un peu subi aussi le système de la famille royale britannique, puisque Diana faisait partie de la famille royale britannique, pour vous situer un peu la chose. Mais bref, dans cette fameuse interview, elle dévoilait un peu tous ses déboires et ses malheurs au sein de la famille royale. Elle voulait prouver aussi qu'elle était une femme presque comme les autres et laisser entrevoir la rebelle en quête d'émancipation qui sommeillait en elle, prête à se défaire des carcans qui l'étouffaient. Et c'est pour ça aussi qu'on a autant d'affection pour elle, c'est que en fait elle était elle a su s'émanciper. Alors après c'était pas facile, elle en a subi des revers, mais on a beaucoup d'admiration aussi pour elle. Le 31 août 97, merci beaucoup Siswalnut, c'est la date de son décès. Et elle n'avait que 36 ans quand elle est décédée brutalement dans un accident de voiture à Paris. Et depuis, elle est devenue un mythe qui ne s'est jamais vraiment éteint, mais depuis quelques mois, il refait surface puisqu'il y a eu de l'actualité. Et pourquoi aussi ? Pas forcément parce qu'il y a le cinéma, il y a Netflix, tout ça, mais parce que, en fait, c'est son image de femme libre, incomprise aussi à son époque, qui ressort et qui fait vraiment écho à ce que les femmes vivent aujourd'hui. Bien avant, d'ailleurs, elle était bien là avant, elle incarnait une image de la femme un peu émancipée bien avant le mouvement MeToo, par exemple. Donc c'est pour ça aussi qu'on aime s'identifier à elle. L'actu, ça nous l'est rappelé dans Libération, dans l'article, le film, la série aussi, la série qui est très très bien, qui évoque effectivement la dureté du système auquel Diana avait été sommée de s'adapter, et qui a suscité l'empathie du public et aussi de la colère du Buckingham Palace, bien sûr. Si on égratine un peu son image, un peu toute lisse, bien carrée, c'est sûr que ça va pas leur faire plaisir. Et puis ce fameux biopic, Spencer, avec Kristen Stewart dans le rôle titre, pourquoi pas, je trouve que ça lui colle bien à la peau, le personnage de Diana. Donc à voir. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'en dehors de ça, Lady Diana, elle connaît... l'image de Lady Diana connaît un essor sur les réseaux sociaux. C'est assez dingue. Et c'est ce qui est dit dans l'article, c'est que les réseaux sociaux participent aujourd'hui largement à faire perdurer quoi ? La légende. Parce qu'elle est partout, notamment sur Instagram. Il y a plein de comptes qui lui sont dédiés, comme si c'était, nous dit l'article, une hit girl, en gros. Comme si c'était une influenceuse ou une fille à suivre, quoi. C'est ça qu'on appelle une hit girl.
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent des comptes Lady Diana et avec des inspirations mode, des prises de position féministes et c'est assez dingue parce que c'est un succès qui est vraiment présent sur les réseaux sociaux. C'est une icône, pourquoi? Alors il y en a qui l'ont analysé, notamment une rédactrice en chef de mode du magazine de mode L'étiquette qui nous dit que voilà qu'il y avait de tout, hein, capacité à tenir tête au prince Charles, le romantisme aussi de son ascension, il y a quelque chose de très romancé, de très c'est un récit de fiction, de roman, de série, ça c'est clair, sa vie elle est romancée à l'extrême, c'est assez dingue. Et toutes les péripéties qu'on connaît, ce côté un peu romantique aussi, où en fait elle commence en jeune fille naïve, un peu qu'on peut facilement manipuler, cette petite poupée toute belle, toute fragile et tout. Et après cette femme qui s'émancipe et tout ça, c'est carrément au niveau de faire des scénarios avec ça, c'est assez dingue. Engagement humanitaire aussi, fin tragique, tout ça, fait que c'est devenu une icône très largement. Et puis on l'a toujours connue, trentenaire, finalement, puisqu'elle est décédée très tôt, et tout ça, ça entretient son image d'icône. Elle est la star la plus instagrammable qui soit, ça, c'est dingue. Poster une photo vintage, c'est bien, mais poster une photo vintage de Diana, accompagnée d'un message féministe ou stylistique, c'est encore mieux. C'est par hasard si les créateurs de mode les plus portés sur la pop culture s'inspirent d'elle. Donc là, il y a Vuitton, il y a Chanel, tout ça. Hop, ils s'inspirent de ces fringues, de la mode de l'époque, voilà. Et puis, alors, il y a plein de ventes aux enchères qui montrent que, en fait, Lady Diana, niveau marketing, finalement, ça fonctionne bien. Alors, sachant que les ventes aux enchères, elle en avait déjà initié plein de son vivant, puisqu'elle était très engagée dans l'humanitaire, donc forcément les bénéfices revenaient à des associations ou des organisations humanitaires. Mais il y a toujours des ventes aux enchères, et assez incroyable, mais c'est fou, mais je vous dis ça, une vente aux enchères assez récente, c'est où? Attendez, il faut que je le revoie dans l'article. Alors ouais, c'est ça, le 11 août, mais non, mais je pouffe parce qu'en fait, alors, c'est vendu aux enchères, ça s'est vendu, quand même à combien? 2620 €. Moi, ça les vaut pas. Une part du gâteau de son fastueux mariage, donc cette part de gâteau, à 40 ans d'âge. Donc, quelqu'un a acheté une part de gâteau qui a 40 ans d'âge. Heureusement, il nous est indiqué que ça a été emballé dans du film alimentaire et non comestible. Bon, je veux pas trop voir la tête que ça a. Mais bref, quelqu'un a acheté une part de gâteau qui a 40 ans et ça s'est vendu aux enchères. Donc voilà, souvent même on voit qu'au niveau business, finalement ça rapporte bien les Diana. Il y a quelque chose d'un peu malsain à faire en sorte de gagner de l'argent sur quelqu'un qui est décédé, tout ça, c'est ce que nous dit l'article aussi. Mais n'empêche que ça fait vendre, l'image de Diana elle fait toujours vendre et on ne peut pas occulter la chose. Voilà, vraiment un article assez intéressant qui nous montre que elle est toujours d'actualité, Lady Diana, et finalement elle était c'était précurseur de l'époque actuelle, finalement ses actes, tout ça, c'est dingue, et c'est vrai que c'est une image, en même temps on la sent proche, et cette image de femme absolument incroyable, donc à voir. Moi j'ai bien envie de regarder la suite de la série The Crown. J'ai vu les 2 premières saisons, c'est vraiment super bien comme série. Alors je suis pas très calée sur la famille royale, mais il y a peut-être quelques incohérences. Mais en tout cas, c'est une série tout à fait intéressante. Voilà pour ce que j'ai retenu dans les journaux et les revues pour aujourd'hui. Et c'est l'heure. C'est l'heure d'une petite balade assez tranquillou, dans le nouveau numéro de Science et Vie Junior. Tranquille, oui et non, parce que parfois, Science, c'est un peu poussé, et moi, même c'est junior, des fois, c'est un peu compliqué. Mais je vous ai sélectionné quelques articles plutôt faciles d'accès. Allez, c'est le tour de notre revue, c'est le tour de notre balade dans une revue pour ados. Je suis à vous tout de suite. On est sur une nouvelle musique, j'ai changé pour avoir une nouvelle identité, mais j'avoue que si j'avais pu me passer de cette petite flûte de Pan là entre deux, j'aurais pu, mais j'aimais bien le rythme. C'est le commentaire sur la musique que j'ai choisi pour la saison 2,
Mais voilà, elle plaît pas mal, sachant que c'est une musique libre de droit, pardon, et que il y a de plus en plus de musique libre de droit, mais c'est quand même difficile de trouver la musique idéale qui va tout bien, un peu instrumentale, je voulais pas trop que ça chante tout ça. Donc voilà, j'ai un peu galéré, mais ça sera un peu latino comme ça pour la seconde saison de Culture J. Petit tour dans cette revue, dans la revue Science et Vie Junior, comme je le dis à chaque fois. Moi, j'apprends des tas de choses avec cette revue qui est très très dense, facile d'accès aussi. Certains articles sont plus poussés, mais ça reste quand même accessible. Moi, ça me va largement, pas parce qu'on lit des revues ados, adultes, qu'on est voilà, beubeux ni rien. Au contraire, je trouve que c'est vachement bien, on apprend des tas de choses grâce aux revues ados. Et heureusement qu'on peut lire des romans ados, des revues ados si on est grand. C'est quand même cool que ce soit pas cloisonné à une tranche d'âge en particulier. Animaux humains, la science du rire, ça c'est un sujet qu'on verra plus en détail jeudi. Nous on va s'intéresser, on va se balader aux premières pages de Science et Vie Junior. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Ah voilà, je trouvais ça intéressant. Plusieurs images, plusieurs photographies sur le ciel, mais oui, mais le ciel qui fait son show, c'est-à-dire le ciel tel qu'on le voit rarement. Et c'est assez dingue. Ça par exemple, on pourrait se dire attention les aliens débarquent, mais non. Mais qu'est-ce que c'est beau. Alors c'est pas chez nous, hein, ça je crois que c'est où, je ne sais plus c'est dit, mais on va le voir. Alors voilà, le ciel s'emplit des faisceaux de leur vaisseau. Non, on pourrait croire que ce sont des aliens. Mais en fait, alors c'est un paysage arctique. Donc pas chez nous, hein, comme son nom l'indique. Ce sont des piliers lumineux qui sont dus à la réflexion des lumières d'une ville sur des cristaux de glace en suspension dans l'atmosphère. Et du coup, ça agit comme des petits miroirs et ça diffuse des rayons lumineux qui montent du sol dans toutes les directions. Mais qu'est-ce que c'est beau, c'est assez incroyable. C'est pas chez nous qu'on va pouvoir voir ça, mais c'est bien de le voir au moins en photo. Là, ça c'est pris au Canada. C'est un bébé tornade. Alors, c'est pas encore la tornade. Hein. C'est au Canada que ça se passe, sachant qu'il y a c'est photographié par certainement des chasseurs de tornades. Vous savez que c'est un métier, notamment aux États-Unis. Hein. Il y a des gens qui sont un peu timbrés, faut le dire, et qui chassent les tornades, les ouragans, qui sont dans leur petite voiture avec les caméras. Je crois qu'il y a un vieux film, hein, qui était sur le sujet. Je me sais pas. Mais c'est un vieux film, hein, genre des années 90, genre Tornade, Ouragan, un titre comme ça, avec Helen Hunt. Mais là, il y a le nom qui me revient, mais je crois qu'elle tombe plus maintenant, Helen Hunt, bref. Qui narre l'histoire de ces gens qui sont assez dingues, qui chassent les ouragans, les tornades, c'est truc de malade. Ouais, je l'ai vu. Ah, mais voilà, je suis pas la seule à l'avoir vu, mais j'en ai encore un souvenir très précis de ce film. Moi, ça m'avait fasciné à l'époque. Et je me suis dit, ils sont complètement dingos, ces gens, mais bref. Et ce sont des gens comme ça qui nous photographient ça. Et Twister, ouais, c'est ça, mais c'est en anglais, voilà. Ouragan, Twister. Twister, c'est ça, c'est Tornade. Mais effectivement, c'est ça. Merci beaucoup, c'est Swanette, c'est trop bien. Et ça, c'est une mini bébé tornade, en fait. C'est la forme d'un cordon reliant ciel et terre que naissent beaucoup d'entre elles avant de grossir ou disparaître. Les cumulonimbus, des nuages d'orage. Et voilà, pour le côté technique de la chose, l'air plus chaud au niveau du sol s'élève en créant un courant ascendant, car il est plus léger que l'air froid qui lui descend du nuage. Bref. Et du coup, en présence de vent violent, le courant d'air chaud va s'enrouler autour du courant d'air froid et former un tourbillon. Et ça donne ça, c'est assez dingue. Fumée sans feu, oui, c'est assez dingue. En fait, il s'agit de la traînée de fumée laissée par la fusée Ariane 5 lors d'un décollage en 2013. C'est vrai qu'on a toujours les photos des décollages, on n'a pas forcément des photos d'après. Il faut savoir que la fumée là est composée, des composés riches en ammonium et aluminium qui rejettent de la vapeur d'eau, de la suie et d'autres particules. Et ça donne ça. Bon, après ça c'est pas forcément la photo, voilà. Ça c'est une très belle photo. Qui fait un peu flipper les flippés comme moi qui ont un peu peur des orages. J'avoue que je suis un peu comme une gamine là-dessus, mais j'ai un peu peur des orages. Mais il faut savoir, voilà, Tour Eiffel, oui, mais en même temps, il y a le paratonnerre du siècle, Tour Eiffel, donc pas de souci. Sachant qu'en juin, avec ma fille, on a fait un week-end à Paris, on est tombé. Alors, elle a voulu faire les bateaux-mouches, donc je lui ai fait plaisir, on est allé dans un bateau-mouche. Et on était à côté de la Tour Eiffel lorsqu'il y a eu l'orage du siècle, mais c'était vraiment l'orage de ouf. Et j'ai fait ma fière en faisant genre, non, t'inquiète pas, il y a un paratonnerre et tout sur la Tour Eiffel, t'inquiète pas et tout. Mais j'étais flippée de malade. Donc, cette image-là, en gros, je l'ai vue en juin dernier, c'était hyper impressionnant. Alors, d'où viennent ces zébrures Science et Vie Junior nous le dit. Alors, ça naît dans ces
cumulonimbus, des nuages d'orage contenant un mélange de gouttes d'eau et de cristaux de glace, et en bougeant, en s'entrechoquant, ces derniers électrisent le nuage, un peu comme on électrise une règle en plastique, là, en frottant sur le pull. Donc après, il y a des charges négatives qui s'accumulent, ça c'est la physique, hein. Vous savez que je suis très très nulle en physique, mais ça, on va dire que je comprends un peu. Et elles ont tendance à essayer de rejoindre le sol qui abrite, lui, des charges positives. Et du coup, quand la différence des charges entre le sol et le nuage est trop importante, l'air ne suffit plus, et clac, le courant passe entre les deux. Donc ça, c'est un beau phénomène physique à regarder, mais la photo, elle claque aussi, ça c'est clair. Bon là, c'est une photo qui a pu être vue lors de l'éclipse solaire du mois de juin, mais ici, on l'a pas beaucoup vue, je crois, en France. Et là, mais magnifique. Mais alors, mais je rêverais d'aller en Norvège ou en Finlande pour voir des aurores boréales. Même si ça me fait un peu peur parce que je suis une frileuse et que là-bas, faut pas se mentir, si t'es pas équipé de folie, tu meurs de froid. Mais qu'est-ce que c'est beau les aurores boréales, c'est ça, c'est ce qu'on voit à gauche. C'est magnifique. C'est un voile vert qu'on appelle une aurore boréale. C'est un phénomène nocturne qui trouve son origine dans quoi? Le soleil. Puisque lorsque le soleil s'agite, il éjecte des flux de particules chargées électriquement. Et le champ magnétique qui entoure la Terre va capter une partie et les emmener au pôle. Là, elle percute les atomes de l'atmosphère qui, sous le choc, absorbent de l'énergie. Donc pour s'en débarrasser, ils vont en relâcher une partie sous forme de lumière et ça donne ça. C'est juste sublime. J'espère qu'un jour je pourrai voir ça, mais je rêverais trop. Mais vous le savez peut-être, c'est pas donné de voyager en Scandinavie. Franchement, c'est pas donné rien que la Norvège. Donc peut-être un jour, sait-on jamais. Allez, une dernière photo. Alors il y a quand même cette belle photo du mont Fuji, un mont très connu, mont Japon, un volcan japonais. Ça c'est très beau. Et ça, mais what, c'est rigolo, mais c'est un phénomène qui est pourtant connu. Là, ça s'est passé en Australie. C'est ce qu'on appelle un trou de Virga, appelé cavum, un trou en latin. Et c'est quand un nuage referme une couche de gouttelettes d'eau en surfusion. Et ça donne ça, donc c'est beau, c'est chouette. Ah, j'aimerais bien voir ça moi aussi, des choses comme ça. Donc ouais, c'est cool, Sciences Junior, ils nous montrent des choses sympas aussi en photo. Ah ouais, cette info, mais c'est trop drôle. Si vous voulez savoir si votre sol est top, si la qualité de votre sol est top, si vous toutefois vous jardinez ou tout ça, sachez qu'on peut savoir si votre sol est bien en enterrant des slips, des culottes, des sous-vêtements. Oui, ce sont des chercheurs suisses qui ont trouvé cette petite méthode. C'est assez dingue. Donc c'est une info insolite, mais qui est vraiment sérieuse, ça vient des chercheurs. Le protocole des chercheurs, en gros, ils creusent un trou dans la terre à 30 mètres de profondeur, à 30 cm, pas mètres, parce que sinon ils sont sûrs, ça marche pas, et ils déposent côte à côte 2 slips en coton bio, quand même, voilà. Au bout d'un mois, ils déterrent le premier, 2 mois plus tard le second, et le coton est constitué de cellulose dont raffolent les micro-organismes du sol. Alors plus le sous-vêtement est dégradé, plus le sol est riche en microbes, donc en bonne santé. Voilà, c'est comme ça, c'est les chercheurs qui ont trouvé cette méthode. J'ai envie de dire, c'est la méthode pas chère, c'est la méthode efficace, donc pourquoi pas. Après, il fallait y penser. Là, dans la tête des chercheurs, il se passe des trucs qui, moi, me dépassent, mais pourquoi pas, c'est cool. Plein d'autres choses, les 2 petites infos ici. Le fait qu'on a redécouvert des choses qui datent de la préhistoire, parce qu'il y a quelque temps, on avait découvert en 2019 en fait un os avec des gravures, celui-ci, et on pensait que ça venait de l'Homo sapiens, mais en fait, il faut savoir qu'ils ont trouvé avec des analyses récentes du carbone radioactif que ça viendrait de l'homme de Néandertal, donc bien avant, un cousin hominidé. Et en fait, beaucoup d'archéologues pensaient incapable de créer de telles choses, de telles gravures. Maintenant, ils se rendent compte que finalement, il a peut-être eu d'autres capacités, donc c'est quand même une découverte de folie. Ça a l'air de rien, mais c'est une découverte de folie. Et puis, peut-être cette info aussi assez insolite. Mais il y a un message qui n'est pas apparu dans le chat, peut-être par le mot culotte, je sais pas pourquoi, ce qui doit être peut-être modéré, mais des fois il n'y a pas de raison. Des fois on peut avoir plein d'insultes et tout, ça passe, et puis après voilà. Swanette nous dit, si tu vois des gens enterrer des culottes dans leur jardin, tu vas te poser des questions sur leur santé mentale. Et effectivement, on va se dire, mais que fait-il sauf si vous avez lu Sciences Junior ou si vous avez vu ce stream en live ou en différé, vous n'aurez pas forcément la réponse et vous regarderez votre voisin assez curieusement peut-être. Ça c'est vrai. Je vais l'autoriser de toute façon parce que tout va bien. Voilà. Ah ouais, cette info assez marrante. Alors moi ça me fait sourire parce que je pense au père de ma fille qui est vachement
sur des trucs un peu... moi je l'appelle le psychonoïaque, parce qu'il bloque sur des trucs comme ça qui... Moi je passe à côté, je fais ah ouais. Mais c'est vrai que c'est un truc de malade au niveau scientifique. C'est voilà, vous connaissez peut-être ce chou romanesco qui est là en photo. Mais en fait c'est assez dingue la manière dont il est constitué, ça a l'air de rien. Et un jour il m'avait montré un chou, il m'a dit mais regarde c'est dingue et tout. Et je dis ouais, mais en fait c'est vrai que c'est dingue. Parce que si vous le regardez bien, il faut savoir que sa structure se reproduit à l'identique à des échelles de plus en plus petites, sortes de mise en abîme perpétuelle, c'est assez dingue. Et des Français ont découvert son secret de fabrication en étudiant une plante sauvage cousine qui s'appelle l'arabette des Darnes. Et en fait, lors de la croissance de la tige principale, en fait, des bourgeons naissent qui génèrent d'autres tiges elles-mêmes parsemées de bourgeons. Donc normalement, la plupart sont dormants, donc font des fleurs et tout ça, mais si on bloque 2 gènes de cette plante, donc c'est vraiment au niveau génétique que ça se passe, chaque bourgeon donne des choux plutôt que des fleurs, et donc ça fait que c'est des choux à l'infini. Donc vous avez des choux, un chou qui représente plein de petits choux, et dans ces petits choux, il y a encore des petits choux qui sont dans les petits choux. Donc voilà, je comprends que ça ait fasciné, même si moi je suis très... je suis pas là-dessus, mais effectivement, c'est un truc de dingue. Bref, chez le romanesco, vous le saurez, il semblerait qu'au fil de sa croissance, cette réaction en chaîne s'accélère, lui donnant sa forme caractéristique. Attention, Caronix. Ah, c'est bien, parce que tu as gardé ton humour malgré ta journée horrible, il faut le dire, il faut appeler ta journée comme ça, ça c'est sûr, il n'y a pas d'autre mot. Comment s'appellerait la saga Harry Potter? Alors, attention, je vais voir. Hop, voilà. Comment s'appellerait la saga Harry Potter si les Weasley faisaient partie de la famille de Sirius Black? Ah, ça défile pas là dans le truc. Mince, j'ai peut-être pas mis le truc comme il faut. Mais bref, je vous le lis. Et ben, je vous donne la réponse. Orange is the New Black. Bah oui, parce que Black, Sirius Black et Orange is the New Black, c'est une série voilà, que je ne suis pas allée au-delà de la première saison d'ailleurs, mais bref. Voilà pour les petites infos piochées par-ci par-là. D'autres aussi, alors ça c'est hyper compliqué, je passe parce que j'ai pas envie de m'en mêler. C'est de la physique avec plein de schémas compliqués, mais bref. Et j'ai pas le temps d'aller au-delà, mais on continuera le tour de Science et Vie Junior jeudi, parce qu'il faut savoir que Science et Vie Junior c'est une revue qui est très dense, des articles, voilà, on le lit pas d'un coup souvent, on peut piocher par-ci par-là, donc je lirai la suite jeudi, on apprendra d'autres choses, notamment sur le rire, voilà. Mais moi je vais pas mettre un rire parce que j'ai un rire assez abominable, c'est quand même un rire de sorcière, j'avoue, mais peut-être que j'ai pas lu l'article, mais peut-être qu'on va décrypter mon rire. Que signifie-t-il? Bref, c'est l'heure des conseils culturels. Je prends mes notes, j'ai écrit quelques petites choses quand même, mine de rien. Donc je les relis 30 secondes, je vous mets un petit peu de musique, un peu de flûte de pan, mais latino. Et puis je vais vous parler d'un podcast qui est juste génial. À tout de suite. Voilà, me revoilà. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un podcast qui s'intitule Entre. Il y a 2 saisons actuellement qui sont disponibles donc en écoute, puis c'est un podcast, sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi directement en lien sur Internet. Moi, je voulais vous en parler parce que ça parle d'adolescence et que c'est un thème qui me tient à cœur par mon métier, mais aussi parce que moi j'aime beaucoup la culture adolescente, que ce soit dans les romans, les films et séries. Bref, je suis très friande de ça, on va dire que je suis une grande ado encore dans l'âme, même si j'ai toute ma maturité de trentenaire bien avancée, non. Mais bref, c'est un thème qui me touche particulièrement. Et j'ai écouté pas mal de podcasts sur l'adolescence qui sont très bien, mais celui-ci est vraiment profond, parfois bouleversant, et ce sont des podcasts qui sont ancrés dans la réalité des ados, qui ne sont pas intrusifs ni rien, et qui sont des documentaires, et c'est comme si on avait le privilège vraiment de partager la vie des adolescents, et de manière toute avec pudeur, avec finesse,
et avec beaucoup de tendresse aussi. Alors que sont ces podcasts? Alors c'est Louis, pas Louise Média, je sais pas pourquoi j'ai mis Louise Média à chaque fois, mais non, c'est Louis Média qui produit ça. Donc voilà, là je suis sur le site de Louis Média, donc vous pouvez vraiment les trouver en ligne aussi, pas forcément sur les applis de streaming tels Deezer, Spotify, etc., Apple, etc. Vous pouvez les trouver sur internet directement, surtout vous adolescents. 2 saisons, une première saison centrée autour du personnage de Justine, et c'est Charlotte Pudlowski qui est à la production, qui pose des questions à Justine. Tandis que la 2e saison est centrée autour de 2 enfants, adolescents, pré-ados. Là, c'est vraiment des podcasts qui s'adressent plus à des pré-ados, on va dire. Lucien et Julie, qui font partie d'une famille recomposée. Et là, la parole est donnée à Brune Bottero, qui est leur belle-mère. Donc, on a 2 directions différentes, mais on a toujours cette sensibilité en fil rouge. On va écouter quelques extraits, mais voilà, la saison 1 est centrée autour de Justine. Alors, elle a 11 ans, elle entre en 6e, et il y a 26 épisodes sur la vie de Justine, sachant que chaque épisode est entrecoupé d'une semaine, donc on l'a su sur vraiment plusieurs semaines, quasiment une année scolaire. Donc, c'est intéressant parce qu'au départ, on a un petit peu, je sais pas si on voit cette trame, mais je l'ai vu sur Deezer, là, parce que je trouve que c'était plus visible de me connecter sur Deezer. Mais en gros, voilà, ça commence par des préoccupations un peu lambda, mais qui sont quand même des préoccupations qui sont tout à fait... qu'il faut prendre au sérieux, de la part de ces ados qui rentrent en 6e, là, c'est bientôt. Voilà, comment survivre à la rentrée, l'amour pour sa mère, mais c'est hyper touchant. L'histoire des amis, c'est un peu dur aussi de se faire des amis, c'est pas évident. Face à la violence des enfants, parce que c'est vrai que... ça nous parle sans détour de ces groupes qui font preuve de violence au collège. Et moi, je le vois. Ma fille l'a vécu vraiment. L'année dernière, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment toucher tous les adolescents. Et parfois, c'est un peu c'est un peu c'est un peu tabou. Et je crois que les podcasts comme ça peut vraiment aider à libérer la parole. Et c'est assez dingue aussi l'analyse qu'elle a, Justine, 11 ans, sur ce qu'elle vit aussi. Et ce mécanisme de la violence qui s'installe. Il y a aussi des questions qui pourraient nous faire sourire, nous, mais qui en fait sont des réelles préoccupations pour les enfants de cet âge-là. Les premières amours, et notamment toute cette pression qu'on nous met. Le chagrin d'amour, là encore, c'est du vécu. Je peux vous dire que ça peut briser une préadolescente. On peut se dire, ouais, allez, à cet âge-là, on s'en fiche et tout. Ou même après, perdu l'idée de retrouver. Voilà, c'est que... Eh ben non, ça peut faire des dégâts, et je crois qu'il ne faut pas prendre ça à la légère, il faut instaurer le dialogue. Et quand on écoute Justine qui en parle, on comprend que c'est compliqué. Bonjour, c'est Charlotte Pudlowski. Parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me dise ça. Surtout, en fait... Alors elle parle aussi de sa maman, parce qu'elle en parle à sa maman finalement, et c'est pas si commun d'en parler, donc c'est assez touchant aussi. Parce qu'elle me l'a dit sur un ton vraiment horrible. Alors ça parle de son ami aussi. Alors j'ai pas forcément mis les bons... Des histoires d'amour de tes parents? Ah oui, il y a aussi ça, la vision aussi des parents, c'est un peu tabou, les parents les voient différemment. Surtout pas parler de ça, parce que voilà. Et t'as eu l'impression à certains moments qu'il fallait que tu choisisses entre les deux, ou que tu prennes le parti de l'un ou de l'autre? Petit follow. J'ai très souvent cru que je devais choisir un parti. Et mon père m'a une fois dit: qui est-ce que tu préfères? Ah oui, alors ce qui est très touchant aussi dans l'histoire de Justine, c'est que ses parents sont divorcés et qu'en fait elle est toujours entre les deux à se demander, partager son amour, et que le chagrin d'amour, c'est pas aussi que le chagrin d'amour, voilà, ça peut être aussi les sentiments qu'on vit en famille envers ses parents aussi. Le corps qui change, ça aussi, c'est une préoccupation des adolescents. Mais tout ça, c'est dit, Justine, elle est hyper mature. Je sais pas si c'est la façon d'interviewer qui fait que on l'entend, on l'écoute, on pourrait l'écouter des heures, alors que les podcasts font 10 minutes max. Mais tout ça, c'est avec des mots d'ados, et c'est comme une immersion dans le monde des ados, sans voyeurisme, sans rien, avec les bons mots. Ça peut aider pas mal d'ados et aussi de parents à comprendre leurs adolescents et leurs préadolescents. Et là, on a un tournant dans la vie de Justine, et c'est pour ça que je vous parle de quelque chose de bouleversant, d'absolument... Moi, ça m'a... Voilà. Alors, je vais pas forcément diffuser ça, parce que, comme ça nous l'est dit aussi, là, dans le petit résumé, il y a un avertissement, parce que c'est un épisode qui contient un passage très difficile de la vie de Justine. Il s'agit de la mort de son papa, et franchement, ça m'a touchée, rien que d'y repenser, là, c'est...
Ouais, ça me prend aux tripes. Justine a perdu son papa. C'est vrai qu'elle avait une relation assez conflictuelle avec son papa. D'ailleurs, on parle de Noël, là, avant Noël, parce qu'en fait, son père vient la chercher, il a bu beaucoup d'alcool, sa mère est inquiète et tout ça. Bref, il y a des... Enfin voilà, c'est la vie d'une ado, mais pas édulcorée. Il y a des drames aussi dans la vie d'ado et de préadolescent, il y a celui-ci. Et c'est absolument bouleversant. Alors on peut se dire pourquoi le mettre en podcast, tout ça, c'est un peu voyeurisme et tout. Mais je crois pas, je crois que c'est vraiment que c'est pour montrer que c'est pas tabou, qu'après il y a tout un processus de deuil d'ailleurs, après voilà le mot des autres, écrire, les temps du deuil, qu'il faut faire connaître aussi, aux autres et ça c'est important aussi. Voilà, on parle du deuil, des étapes du deuil et tout ça, et c'est vraiment hyper bouleversant. Ce qui est chouette aussi, mais ça n'a rien à voir, c'est la saison 2 qui est centrée autour de la famille recomposée. Ben ouais, parce que c'est un thème d'actualité, il y a de plus en plus de familles recomposées, voilà. Moi j'ai une famille recomposée, elle est trop belle en plus. Les anciens, les nouveaux, tout le monde s'aime, tout le monde s'adore, il y en a qui sont parrains des l'un des autres. C'est un joyeux bazar, mais c'est ce que j'aime, c'est une famille atypique et tellement belle. Et ben ce podcast, il est hyper beau aussi, de cette saison 2. C'est vraiment émouvant, c'est plein de tendresse. Essayez de raconter, enfin les questions sont posées, les podcasts est orienté par la belle-mère, donc et ça c'est chouette. Et voilà, on a à la fois les différences entre les deux enfants, les points communs, leur amour des Pokémon, c'est des préoccupations de tous les jours aussi, de leur chat, de leur petite sœur aussi, petite sœur qu'ils ont en commun finalement. Et puis aussi toutes les questions qu'on peut se poser aussi. Et c'est très chouette, par exemple le premier épisode, c'est la manière dont ils se sont rencontrés, la première fois qu'ils se sont vus, où en fait le père il faisait semblant d'être à l'aise, mais en fait personne n'était à l'aise. Il y en a qui sont un peu scrutés comme ça. Les rentrées aussi, où on rentre au collège et on marche comme dans les films américains, c'est un peu ça. Les amitiés au collège, on en revoit. Un épisode très touchant où en fait la belle-mère raconte que forcément quand elle était petite, voilà, elle a pris un bain avec sa belle-fille quand elle était toute petite, et en fait sa belle-fille qui était petite alors était assez timide, elle osait pas trop se confier, et l'heure du bain c'était le seul moment où finalement elle racontait tout, et en fait elle dit que c'est cette chose super jolie, l'eau chaude c'est un remède contre la timidité. Mais qu'est-ce que c'est beau alors, et c'est beau parce que c'est un échange entre la belle-mère et sa belle-fille, et c'est super chouette. Les histoires en famille, parce que oui, il y a aussi des couacs et tout ça. Et puis mamie, elle dit plus souvent oui que les parents. Ouais, c'est souvent le cas. Et puis ça parle de sentiments, tout simplement. Donc tout ça, c'est vraiment très joli. Voilà, par exemple, allez, vite fait, quelques secondes pour que vous ayez l'empreinte de ce podcast. Puissiez l'écouter. Bonjour, c'est Charlotte Pudlewski. Mais super, j'ai encore des photos, oui. Nous avons voulu créer un média indépendant pour raconter des histoires. Merci pour tous les follow, c'est trop cool. Je suis trop contente, mais c'est trop chouette. Proposer nos podcasts gratuitement. Ah oui, ça c'est ce qu'ils expliquent, c'est que... À très vite. Voilà, c'est indépendant, donc forcément il y a un peu de pub, il y a un peu de sponsor et tout ça. Allez, juste pour que vous ayez un peu l'empreinte du... T'es là, mais tu m'as pas fait, donc... T'es ma belle-mère, mais en même temps ma mère. Ça fait bizarre. Après moi, est-ce qu'il y a des choses que je fais qui sont des choses de maman? Bah oui. Tu nous fais des surprises, tu fais des trucs, tu fais des rôles de maman, Voilà, mais tout est beau, voilà, dans notre cœur tu l'étais déjà. C'est la même maman, enfin t'es à la fois ma maman, donc voilà, c'est vraiment super chouette de donner la parole à des ados et à des pré-ados, parce que souvent c'est des ados un peu plus grands et tout ça, à des pré-ados, et de nous la donner comme ça avec autant de générosité, de pudeur, de sensibilité. Franchement, c'est super chouette, donc je le conseille à tout le monde. Il y a plein de réponses à des questions qu'on peut avoir, des réponses qu'on peut avoir quand on est ado, pré-ado, parent, tout ça. Et voilà, je ne peux que le conseiller 1000 fois, il est super chouette. J'ai écouté plusieurs épisodes et j'ai été plus que touchée, parfois j'ai même été bouleversée. Voilà, alors on a dépassé, comme d'hab, on a dépassé l'heure voulue. Il est 37, mais vous savez que c'est mon habitude. Merci d'avoir été là. Moi je vous retrouve parce que il y a des nouveaux horaires de stream, parce que voilà, il y aura moins de temps cette année, parce que mon conjoint a trouvé un poste un peu plus loin, et que je voudrais absolument proposer aussi une chaîne YouTube avec mes streams, oui, mais aussi des vidéos plus de conseils culturels un peu montés, punchy, dynamiques, et que tout ça, ça prend du temps. Du coup, je
je serai là non pas demain, en plus demain c'est la pré-rentrée donc je pense que j'aurai la tête ailleurs, mais jeudi et vendredi pour les autres streams. Ça bug, mince, ça bug, ben ouais, alors je sais que ça peut être beaucoup moins, hein, donc je suis désolée, on est encore sur la technique défaillante. Mais merci d'avoir été là, Sisouanette, c'est cool, et tous les autres aussi. Et bon appétit, ouais, ça dépend, peut-être un peu des fois ma technique à moi, qui est mon matériel, et parfois c'est aussi, ça bug aussi chez vous. Voilà, c'est pas terrible non plus. Et merci d'avoir été là, c'est cool, et puis ben, je vous revois jeudi, 18h15 pour une nouvelle émission avec plein d'actu culturel. Mais c'était trop bien de se revoir, merci Sisouanette, merci d'avoir été là. Bonne soirée et à jeudi, bye bye.